Buzz, le 12 juin 2000 quelque chose. On est samedi matin, à l'heure des premiers rayons de soleil sur les montagnes à l'est, du côté de Rapperswil, et je me trouve assise dans un parc où je ne fais rien. J'attends. J'attends la horde cavaleuse. C'est un groupe qui fréquente du matin au soir les chemins de l'arboretum, et j'ai remarqué qu'à l'aube leurs visages y étaient plus concentrés, les efforts plus sincères. Et puis aussi que dans leurs yeux, la certitude de son bon droit y est plus prononcée tôt le matin, à l'heure des conquérants. Les conquérants de ruines. Je suis accourue ici, en sortant de boîte vers 5 heures, et comme il arrive souvent, je suis ensuite restée à les attendre. De les voir me constitue une sorte de cellule de dégrisement. S'il est partout légitime de haïr le sportif en général, la catégorie jogger me paraît la plus haïssable de toutes. Et si je suis incapable d'exprimer clairement mes idées, à leur sujet des mots me viennent. Les autres sportifs jouent plus ou moins à quelque chose, alors ils sont comme des enfants qui veulent marquer des points contre d'autres enfants. Mais ceux qui cavalent, on se demande un peu, non? Ce matin il est tôt, et à cette heure le jogger se présente surtout disparate. On ne voit jamais de vraies grappes avant 7-8 heures du matin. Du banc, où je suis en place, je compte machinalement les quelques isolés qui passent devant moi. 1, 3, 2, 1, 1, un vrai cauchemar de mitrailleur. J'aimerais préciser qui je suis, mais comme je l'ai déjà dit, je réussis généralement mal à formuler mes pensées. Je peux dire que j'ai 25 ans, que je suis une jeune femme physiquement pas très grande, du type petite brune à classer entre quelconque et agréable à regarder. Si mes amis me l'enviaient à l'adolescence, ma poitrine me complexe aujourd'hui, et quand je marche vite, je déteste le regard des hommes sur elle. Voilà, exit le physique, et pour ce qui concerne mon expérience de la vie, je résume beaucoup de choses si je dis qu'en novembre dernier, je suis rentrée en catastrophe de Venise où je venais de passer 6 mois. Un départ précipité, qui faisait suite à une histoire sentimentale mal terminée à cause de moi, parce que je ne sais jamais prendre les choses avec légèreté. Ma mère dit que je vais toujours au fond de tout, jusqu'à l'absurde. Je ne vois rien à ajouter sinon des origines zurichoises, c'est-à-dire que je suis le produit surprotégé d'une société où, à force de se gaver sur les pentes du volcan, certains se sentent obligés de sortir courir le matin. Je passe des heures à me dégriser dans ce jardin public, je l'ai déjà dit. Mais me dégriser de quoi, au juste? D'une énième nuit au Kaufleuten ou bien de mes 25 ans de moutonnat à paître le matérialisme ambiant? Matérialisme n'est d'ailleurs pas le mot. Conformisme non plus, mais je ne trouve jamais mes mots. Le soleil se lève en se reflétant sur le lac. La journée va être magnifique. Quand les saletés qu'on s'envoie en soirée commencent à fourmiller dans mes jambes, je me lève et je fais quelques pas, longeant, moi aussi, la berge du lac où bientôt des doryphores géants arriveront en nombre. Je m'y sentirai perdue au milieu de morts-vivants, d'une société d'aveugles au trot. Et le pire sera qu'ayant besoin d'eux avant de rentrer dormir, je resterai jusqu'au gros de leur troupe, sans plus vraiment espérer qu'un déclic ne se produise en moi, je veux dire, comme un shot de dégoût assez violent pour m'obliger à faire quelque chose de ma vie. Depuis ces déchirements un peu sordides en Italie, je n'ai plus la force d'envisager la moindre décision quant à mon avenir. J'étais pourtant rentrée chez maman dans l'idée d'un nouveau départ, et pourquoi pas d'un départ vers quelque chose de sensé cette fois. Un ticket pour le plus proche pays en guerre, une longue marche jusqu'à Compostelle. Sauf que l'hiver a passé, que le printemps a suivi, et qu'en même temps que l'été s'installait sur la ville, je me suis mise à penser que j'étais plus utile dedans que dehors. Je veux dire dedans ma vie d'ici, c'est-à-dire une vie vide. Et à attendre ainsi, sans rien faire, j'ai fini par repiquer à la nuit, aux soirées. Et c'est comme un rouage horloger. On commence la fête d'abord un peu, ensuite beaucoup, et puis avec l'impulsion du ressort en amont, ça devient mécanique.
tous les soirs. Nous en discutons parfois, et ce scénario est le même chez toutes celles et ceux que je fréquente. De toute façon, nous n'avons aucune raison de bosser. Papa l'a fait pour nous. Et même si depuis des années, on est tous conscients que quelque chose ne va pas, nous sommes incapables d'analyser comment gérer le malaise. Alors, on continue. Le soleil est maintenant entièrement levé et je me trouve près du club nautique devant lequel un groupe de 3 cygnes passe très bas dans le ciel. Vraiment très bas. À 1 mètre au-dessus de l'eau, en fait. Il paraît que le brassage de l'air sous leurs ailes, en rebondissant à la surface de l'eau, leur permet d'économiser de l'énergie. Voilà pourquoi plus personne ne s'élève, peut-être. Il est 5 heures, et je songe qu'au même moment ma mère éteint son réveil. Cela va faire 40 ans qu'elle se lève à l'aube, qu'elle est debout avant le reste de la maisonnée, dimanche et semaine. Et pour quel résultat? Je me souviens de la dernière fois où nous nous sommes un peu parlé, elle et moi. Des circonstances dans lesquelles elle a dit qu'elle se trouvait paresseuse. Nous étions en décembre. Je n'avais pas encore mon logement actuel et en rentrant une nuit où elle s'était levée plus tôt encore que de coutume, c'est-à-dire à 3h30, j'avais décidé malgré le sommeil de rester un peu dans la cuisine à écouter toutes ces choses gentilles qu'elle répète à longueur de temps. À ton âge, il faut davantage dormir, ma fille, tu ne dors pas assez. Ayant déplacé un tabouret au centre de la pièce, je m'y étais assise et ma mère me tournait le dos en s'activant face au plan de travail sous la fenêtre à petits carreaux de la cuisine. Hors de question de l'aider. Mon personnage à la maison est celui de la dépressive qui ne parle presque plus, depuis l'Italie, et qui n'aide pas davantage à cause de souvenirs liés à son travail dans un restaurant là-bas. Quel dommage d'avoir tout laissé tomber, les études et le reste pour un job sans avenir à Venise. Pour ce garçon, comment s'appelait-il? Elle le sait parfaitement, mais le pasteur lui a dit que le malheur se sevrait. Il était bel homme, c'est toujours ça, j'imagine. Eh dis, ces pantalons en permanence, est-ce que la plus rebelle des rebelles ne possède pas une jupe ou une robe au fond de ses armoires? Au moins une seule? Ce vers quoi ma mère avançait n'était pas difficile à deviner. Depuis plusieurs jours, il était question de courir les magasins ensemble en vue de m'acheter quelque chose pour le réveillon de Noël. Familial, on s'en doute. Sinon, tu as réfléchi? Cette fois, il était question de faire la paix avec mon père le temps des fêtes. Elle l'avait demandé la veille au moment de me donner un peu d'argent. En me rapprochant d'elle, je déplaçai le tabouret entre l'évier et la fenêtre. À la maison, je suis celle qui déteste les bancs et la table en bois qui vous engoncent dans un coin de la cuisine. Et, de nouveau assise, je me suis mise à regarder autour de moi. Dehors, c'était toujours la nuit, une nuit froide et sèche qui nous arrivait par la seule fenêtre nord de la maison, entr'ouverte à cause du four. Mes yeux n'étaient plus tout à fait ouverts. J'avais les tympans encore pleins de BPM d'une nuit au viaduc et, mes doigts se réchauffant autour d'une tasse de café brûlant, j'écoutais distraitement parler ma mère quand je remarquai le chat qui entrait à la maison par le trou circulaire aménagé dans la porte-fenêtre de la terrasse. Quelle vie que la sienne tout de même, avec personne pour lui poser des questions. Jamais. Et là, en suivant le regard soudain en alerte de Thibaut, la bestiole donc, je notai l'immobilité soudaine de ma mère, les 2 bras d'un seul coup comme suspendus au-dessus de sa pâtisserie. « Maman, ça ne va pas ?» « Si, ça va, répondit-elle en souriant après 1 ou 2 secondes. Mais, tu sais quoi? Je me dis que je ne suis qu'une paresseuse. Elle répondait avec cette intonation des gens qui réalisent soudain quelque chose. J'ai hoché la tête. Un reproche déguisé? Non. Toujours droite et immobile, ma mère fixait le rectangle noir de la fenêtre en face du plan de travail, et elle semblait convaincue par cette soudaine évidence. Elle n'en faisait pas assez. Et pourquoi donc? Elle que tout le quartier, toute la famille considère depuis toujours comme une mère courage, les 2 mains dans la pâte à biscuits de Noël à l'heure qu'il était, serait-elle une paresseuse? Je posai doucement la question, et elle me répondit en semblant revenir de très loin.
Mais regarde, je me suis levée pour faire des pâtisseries. Je le voyais bien, sans compter qu'une première machine était lancée dans la buanderie, qu'elle m'avait préparé un café en allant jusqu'à chauffer la tasse dans le four, que bientôt l'écuelle de Thibaut serait remplie et qu'elle ferait ensuite le petit déjeuner de mes frères avant de partir à Orgon s'occuper du cheval de ma plus jeune tante, laquelle était en stage à Montpellier, en France, pour plusieurs mois. Regarde, dit-elle, j'en fais 8 sortes. D'accord. Et 8 sortes, ce n'est pas assez? Sans doute que si, sourit encore ma mère. Mais ta grand-mère ne se contentait pas d'en faire 8 sortes. Ah non? Non, elle en faisait 14. Je viens de recompter dans ma tête. Je me souviens m'être sentie traversée ce matin-là par une envie de secouer cette femme, de lui ouvrir les yeux. Mes tantes passent leur existence à la salle de sport s'occupant d'elles-mêmes du matin au soir, quand tu as bossé toute ta vie pour prendre soin de mon père qui ne pense qu'à son travail, de mes 3 frères et de moi, te levant encore aujourd'hui au milieu de la nuit pour nous cuisiner des douceurs et ce ne serait pas assez? Mais c'est quoi cette actualité dans laquelle tout le monde est perdu et qui foule aux pieds tes valeurs, ma mère? Tu as été de toutes les réunions, de toutes les kermesses. Tu lisais Goethe quand il fallait que mes frères fassent des rédactions au lycée. Mon frère aîné a osé te faire mettre en fiche une partie de ses notes de cours de médecine. Et tout ça de la paresse? Que je vous fasse rire un peu. Dans notre famille, il y a le grand-oncle, né il y a longtemps en Autriche où il soulevait de la fonte, et que dans sa jeunesse tout le monde considérait comme le crétin de la famille, sauf qu'après une carrière à Hollywood, il s'est fait élire gouverneur, CQFD, les valeurs dans lesquelles notre père nous a élevés, mes frères et moi, avec concerto de Rachmaninov pendant les sacro-saints brunchs du dimanche, eh ben elles n'ont aucun rapport avec la vie réelle, avec cette actualité, à l'instar de cette morale qu'on vous inculque à l'école ou au temple. Et du concerto numéro 2 à la musique de minuit au Kaufleuten, il n'a pas perdu son temps, mon père. Il aurait mieux fait de s'occuper de sa femme, de ne pas la laisser s'enfermer dans ce rôle de maîtresse de maison dans lequel elle a paresseusement emprisonné sa vie. Il est 6 heures quelque chose, j'ai mal, et je suis incapable de mettre un nom sur cette boule de chagrin dans ma gorge. Le soleil est maintenant passé de l'orange à un jaune insoutenable. Je suis sur un autre banc, un peu éloigné du club nautique et les voilà maintenant en ombre. Je regarde passer une joggeuse fluo. Elle sera suivie de 2 joggeurs normaux, l'un derrière l'autre. Et quand je dis normaux, je veux dire en sombre. À un moment, le premier regarde l'assunto à son poignet, et aussitôt le second regarde l'Epelvatch au sien. Il faut en effet qu'ils se dépêchent. Après, ils auront douche, Nespresso et tram pour le bureau, ou Porsche pour le bureau, puisqu'on est vendredi. Exactement comme lorsqu'ils étaient lycéens, il y avait maths, géographie et anglais. Rien ne change finalement. Jogger style californien, avec de la musique trop fort, un bandana qui se dénoue, une petite gourde et des rollers. Jogger âgé, avec un machin cardiaque attaché au bras gauche, un t-shirt minimaliste, laissant voir que, sans un gramme de graisse, son corps reste jeune. La matinée est plus avancée. C'est maintenant leur heure de pointe. J'ai changé d'emplacement. Je suis dans le petit parc derrière le général Guisanquet d'où j'observe la ville qui s'anime peu à peu. Je leur regarde défiler toutes tranches d'âge confondues. Et je me dis que le sport est vraiment une pollution nombriliste passée dans les mœurs, au même titre que la prétendue information qui rabâche, façon propagande, ce qui a pu arriver de pire ailleurs sur la planète. Et chacun alors de comparer avec sa vie à lui, bien plus enviable, dans laquelle il ne se passe jamais rien. Je crève d'envie d'arrêter tous ces gens, mais pour les convaincre de faire quoi? Malheureusement, je n'en sais rien. Mais est-ce que parce que vous n'avez pas de posologie à proposer, votre diagnostic sera faux? Avec le prétexte de faire des élongations, un cinquantenaire à l'œil strauss-kahnien, qui se souvient, s'arrête près de moi en fixant la peau de mes jambes aux endroits où mon collant enfilé. Je m'étais habillée punkette hier soir. Le type porte un short façon cycliste or et noir qui brille au soleil. Il prend appui sur le banc et s'étire.
Je remarque que ses baskets sont assorties à sa tenue et qu'au rythme d'un MP4 lié à des écouteurs, or, eux aussi, il s'agite sans rien me dire, mais tout en me disant. J'étends alors lentement mon bras à l'horizontale devant lui. Je tourne la tête en levant lentement mon majeur et là, comme par magie, le type repart aussitôt cavaler en faisant semblant de ne même pas avoir remarqué ma présence. Une dizaine de corps sveltes passent devant mon banc. Ce sont des coureurs habillés tous de la même façon, peut-être une équipe de sport connue ou des flics de haut niveau. Des joggeuses blondes, 2 paires. Un jogger avec 3 chiens, 2 devant et un autre, tout petit qui n'en peut plus loin derrière. Une joggeuse, femme moderne avec une poussette de sport spéciale en alu. Un jogger trempé de sueur qui court en faisant du bruit. Là, je me lève, j'ai ma dose. Il y a une demi-heure de cela, en repensant au carnaval de Venise alors que je remontais le général Guisanquet en direction de l'arrêt du 11, en bas de la Bahnhofstrasse, une idée m'est venue. Et elle est arrivée toute casquée, cette idée. Une idée complètement absurde, mais qui m'a enthousiasmée sur tout le reste du trajet, au point que c'est à peine si j'ai salué la propriétaire en arrivant devant la maison où je loge. Ma propriétaire est une petite femme d'origine asiatique, rieuse, avec laquelle je m'entends bien. Elle se tenait debout dans le jardin en tablier, un énorme sécateur à la main, et je sais qu'elle s'attendait à ce que nous échangions quelques mots comme nous faisons chaque fois qu'elle me voit rentrer. Au lieu de ça, je lui ai fait un signe de la main et je suis foncée au garage. Il faut que je précise qu'après les fêtes de Noël qui se sont mal terminées, j'ai déménagé dans un petit appartement au rez-de-chaussée d'une maison près d'Herschel Park. Je vis donc aujourd'hui sans mes frères, sans Thibaut le chat, sans maman et ses réveils matinaux. Les néons du garage clignotent en s'allumant. Il n'y a ordinairement qu'une seule auto dans cet immense sous-sol où je reste un moment immobile, seul, debout en face d'une montagne de sacs en plastique blanc. Ma logeuse est arrivée en Suisse il y a plus de 40 ans, et elle possède aujourd'hui une trentaine de laveries automatiques disséminées dans des sous-sols de foyers étudiants, dans des maisons de travailleurs étrangers, dans des prisons, dans des casernes. Elle entrepose ici des sacs remplis de fringues que les gens oublient dans les machines à laver, et 2 fois par an, un camion passe les ramasser. J'étale à même le sol le contenu de plusieurs sacs, et puis à la façon d'une ménagère faisant ses courses en pensant menu lundi, menu mardi, je rapproche entre elles certaines frusques censées constituer des ensembles. Et en procédant de la sorte, quelques minutes plus tard, j'ai mis de côté plusieurs tenues que j'estime complètes. La première est constituée de vêtements kaki, marron et beige en grosse toile. Pour la compléter, il faudra encore que je déniche 2 foulards de couleur à entremêler, un long bâton et un chapeau, et le tout évoquera le scoutisme. Sur un costume d'homme déjà en piteux état, lavé en machine par erreur, je fais des taches avec de l'essence, de la peinture jaune et de la peinture blanche, de la cire, tout ce qu'on trouve dans un garage, et je laisse ensuite sécher l'ensemble à l'extérieur sous le soleil d'un mois de juin qui s'annonce caniculaire. À mon avis, cette tenue-là sera visible de loin. Et en sortant de la douche un peu plus tard, si je n'arrive toujours pas à mettre en mots simples ce que j'ai l'intention de faire, une résolution semble cependant avoir pris corps. Dans l'après-midi, après avoir vérifié le costume laissé à sécher dehors, je me rends à la station-service du coin où je me procure un sac en papier et une bouteille d'alcool bon marché. Les grands artistes se reconnaissent au souci du détail. Tenue numéro 1, jogger scout, presque prête. Tenue numéro 2, jogger salaryman, punk clodo, prête. Quand son mari quitte la maison un peu avant 21h, je monte emprunter à ma logeuse, couturière à 16h, une paire de ciseaux de tailleur, suite à quoi je redescends dans les garages couper les jambes et les manches d'un second costume sombre celui-là. Je l'ai trouvé dans le même sac que l'ensemble maintenant peinturluré. Il appartenait sans doute au même propriétaire. Ma logeuse est une petite femme d'une 60aine d'années avec des principes, et alors que je suis en train de terminer une manche, j'entends derrière moi qu'elle m'a rejointe. Elle hoche d'abord la tête en me voyant faire, puis elle dit que non, c'est exagéré franchement. Je lui fais observer que le costume va être envoyé au pilon et devenir de la pâte à papier,
Et elle répond qu'elle le sait, mais que quand même, j'aurais pu demander. Nous parlons un peu, et elle se calme et remonte bientôt devant sa télé. Après son départ, je me remets à la fouille des sacs. Il me faut encore dénicher une chemise, une cravate et idéalement aussi un gilet. Avec la température extérieure, ça promet. Et lorsqu'un peu plus tard dans la soirée, je lui ramène ses ciseaux, comme l'état d'esprit de ma logeuse semble avoir changé, je lui parle d'un attaché-caisse et elle dit qu'il y a bien celui de son mari. Et puis soudain, elle veut savoir. Mais c'est pourquoi, au juste? Vous m'avez un peu dit, mais je ne suis pas sûre d'avoir compris. J'explique mon plan et elle hoche la tête avant de dire qu'elle va poser la question à son mari pour l'attaché-caisse. Elle demande ensuite ce qui m'arrive, parce que mon comportement depuis ce matin n'est pas normal. Est-ce que j'accepte de lui montrer ce que ça donne? Bien sûr. Je descends me changer et quand je remonte en portant la tenue numéro 3, elle trouve rigolo la combinaison du costume avec le pantalon devenu un short. Je dis qu'avec un attaché-caisse, l'ensemble serait plus explicite. Ma propriétaire est d'accord. Au fait, avec quelles chaussures je pense faire tout ça? Bonne question. Concernant la tenue numéro 3, je note que je devrais encore me munir d'un pot de café et d'un téléphone portable. En me couchant vers minuit, je visualise mentalement mes 3 tenues. Celle de jogger scout que j'aime particulièrement à cause de mes frères, celle de jogger punk clochard, un travail de composition totale, et enfin celle de jogger salariman, resté gamin, immature. Tout à l'heure, ma logeuse a trouvé une contenance en préférant rire de tout cela, et je réfléchis qu'il faudra bannir du processus toute forme d'humour. Et comme je n'arrive pas à dormir ensuite, cette question m'occupe longuement. Ce que je m'apprête à faire ne devrait être assimilable ni au domaine de l'humour, ni à celui d'un quelconque type de démarche artistique. Je ne veux rien avoir en commun avec une performance dada, sinon mon truc serait récupérable, et je ne veux pas que l'on catalogue aussi facilement ce à quoi je compte me livrer dans les semaines qui viennent. Tout à l'heure, en revenant de la station-service, j'avais décidé sans y réfléchir vraiment de ne pas conserver mes tenues. Mais c'est là un point qui me semble soudain important. Elles pourraient sinon être envisagées comme de l'art, et je sais que si l'on range tout le truc dans la case happening, le mettant en relation avec les arts plastiques, ce sera foutu, car plus aucune question ne restera posée. J'ai lu qu'en France, un artiste avait fait du boudin avec son propre sang et que le jour du vernissage, son galeriste l'avait servi aux visiteurs. En comparaison, mes footings carnaval seraient gentils et bienvenus en rentrant dans un cadre connu. Or, mon propos n'est pas de faire un clin d'œil à ce que je veux, quelque part, dénoncer. Quoi, au juste? Je ne cherche pas à ce qu'on m'applaudisse en étant bien content de cette dérobade. Mon Dieu, qu'elle est amusante et elle a tellement raison de se moquer. Au fait qu'il expose? Je souhaite inscrire ma démarche dans aucun rail connu. Je veux juste hurler à ma manière que quelque chose ne va pas dans cette Suisse que j'habite, mais aussi dans cette Europe, dans cet Occident, dans cette actualité. Mon but n'est pas bien clair, j'en suis consciente, mais je sais que je refuse d'être récupérée. Récupérable? Et un peu plus tard, tout en commençant à m'endormir enfin, je vois des centaines de tenues numérotées aux éléments listés sur des petites étiquettes accrochées dans une galerie branchée dans l'East Village à New York. Quelques-unes même achetées par la Kunsthaus, et mes frères assistant à un vernissage, une coupe de champagne à la main. Réveillée au milieu de la nuit, je me mets à tourner dans le lit à cause de la chaleur, et incidemment, je repense à la nana sportive et bronzée qui courait ce matin avec un gosse endormi dans une poussette hors de prix. Quand elle a passé près de moi, je pouvais entendre la musique de ses écouteurs. Et si son gosse s'était mis à pleurer, l'aurait-elle remarqué? Je me bricole en pensée une caricature de sa tenue, avant de me dire que non. Car singer les vrais gens, ce n'est pas se moquer du type urbain qu'ils représentent, c'est accuser. Ce qui est une déviance notoire qui équivaudrait à rentrer dans de l'attaque frontale, voire politisée. Or, ce n'est pas directement mon but. Comme pour l'humour ou l'art, une lecture politique de ma démarche la rendrait catalogable. Et sans savoir au juste pour quelle raison, je sais que c'est là exactement le troisième écueil à éviter. M'inspirer, certes,
Maintenant, me servir sans filtre d'individus croisés dans la réalité pour créer des épouvantails que j'agiterai ensuite sous le nez de la ville, cela ne mènerait qu'à froisser les sensibilités. Et je suis sûre que le malaise ne doit pas naître de ça. Je veux en outre continuer le plus longtemps possible. 15 juin 2000 quelque chose, 8h30. Le réveil a sonné alors que je dormais depuis moins de 2 heures. Impossible de fermer l'œil cette nuit. On est samedi. En conséquence, il devrait y avoir beaucoup de monde sur les rives du lac. Au dernier moment, j'opte pour la tenue jogger salaryman immature. Sans attacher caisse, je me contenterai d'un étui d'ordinateur portable et je le leste, histoire de lui donner de la consistance. J'enfile les sous-vêtements de maintien extrême que j'ai préparés hier. Je respire un grand coup en regardant la tenue prête sur le sofa de mon petit salon. Il y a sans doute un côté thérapie dans toute l'histoire, parce que je déteste vraiment ce que je m'apprête à faire. La chemise blanche n'est pas à ma taille, mais avec une ceinture et une fois rentrée dans le pantalon coupé au niveau des genoux, elle ira comme elle est. Je noue une cravate et ce n'est pas évident, même en ayant regardé un tuto hier sur YouTube. Je passe ensuite la veste, j'enfile des chaussettes anglaises à losanges un peu grandes, des tennis noirs, et je décide que mon propre portable fera l'affaire, tout comme de vieilles lunettes de soleil. Au fait, se cacher les yeux, est-ce tricher ? Il faudra que je réfléchisse à cette question avant d'arriver sur les chemins aménagés pour mes amis joggeurs. En montant dans le tram 20 minutes plus tard, je me rappelle que, d'ici le parcours le plus fréquenté des rives du lac, je dois encore m'arrêter acheter un pot de café à l'effigie d'une chaîne américaine. Une chaîne, c'est le mot. 15 juin 2000 quelque chose, 1 heure plus tard. On me regarde. Je cours normalement et non pas ridiculement, comme j'avais prévu de le faire. Donc je ne lève pas le nez très haut avec de longues enjambées saccadées style colonel de l'armée des Indes un peu coincé. J'évite aussi de mimer la nervosité du salariman fou mais stylé, ce qui serait se moquer. Je cours au contraire comme je peux, sérieusement. Ils sont déguisés, je suis déguisée, alors je cours comme eux. Point. J'ai finalement renoncé aux lunettes de soleil, je ne me cache pas les yeux. M'étant composé un masque, un visage d'expression fixe à l'instar de celui des danseuses, je ne réponds pas non plus au sourire ou au salut puisque je ne suis de connivence avec personne. C'est certainement un hasard, mais au moment d'arriver près du lac le lendemain, en tenue numéro 1, c'est-à-dire en jogger punk clochard, 2 policiers en vélo roulent à ma hauteur un temps anormalement long. Je continue mon chemin à petite foulée dans la même direction qu'eux, ne tournant pas la tête, et ce n'est que lorsque je double un groupe de touristes devant un stand de glace, lequel semble ouvrir en se dépêchant juste pour eux, comme le groupe de touristes m'a à peine remarqué, estimant sans doute que je ne trouble pas l'ordre public, les policiers en vélo accélèrent et me dépassent. L'ordre public dans un parc suisse, c'est le business des marchands de glace qui payent une patente à la mairie. Un peu plus tard, je me fais la remarque, et tout en crachant mes tripes parce que je ne pratique plus aucun sport depuis toujours, que le jour où je baisserai les bras, désireuse de tout arrêter, un petit costume de jogger fliquette devrait faire l'affaire. Tenue numéro 4, jogger peintre en bâtiment. Tenue numéro 5, jogger infirmier. Tenue numéro 6, jogger caissière Migros. 29 juin 2000 quelque chose, 9 heures. Je cours maintenant un peu plus de 6 kilomètres dans un sens. Je fais demi-tour et j'emprunte le même itinéraire au retour. Si j'ai sincèrement cru mourir les premiers jours, la chaleur infernale cette année, les chaussures dont le choix m'a posé un problème, les choses vont mieux. Pour ce qui la concerne, quotidienne et ponctuelle, la horde autour de moi se connaît entre elles de vue. Et puisqu'à ma manière j'en fais maintenant un peu partie, je commence à mieux identifier les réactions à mon sujet. Le plus facile à interpréter de tous les joggeurs est un petit vieux qui m'insulte chaque matin en sifflant entre ses dents. C'est un jogger atypique, comme moi, qui court en tirant derrière lui un attirail respiratoire installé sur un petit chariot. Et s'il ne court pas vraiment d'ailleurs, se contentant de marcher vite, on sent toutefois chez lui un côté pro du truc.
Et je me dis que s'il a cavalé toute sa vie au vu de son état de santé, les bienfaits du machin ne sautent pas carrément aux yeux. Je précise que j'aime bien ce petit vieux. D'abord parce qu'il ne regarde pas en direction de mes seins, et ensuite parce que son regard est représentatif de ce que beaucoup d'autres pensent. Pour le reste, si certains sportifs sourient au déguisement du jour, me croisent en me désignant d'un index mi-accusateur, je ne sais pas, la plupart affectent de ne pas me voir, ce qui me va bien. D'ailleurs, à Zurich, on est pointu dans ce domaine, donner l'impression qu'on ne voit jamais rien, ni quoi que ce soit. Ma vie est maintenant clairement organisée autour d'une activité exclusive. Je me lève tôt chaque matin, je pars courir et une fois sur place, je sue en mettant un point d'honneur à tenir le rythme quel que soit le poids de mon attirail. Et comme je souffre, je me parle à moi-même. C'est un peu ridicule, je sais, de se parler pour s'encourager. D'autant qu'au fur et à mesure des kilomètres, je me monte le bourrichon en voulant à la terre entière. J'en veux à cette actualité où personne ne remarque l'esclave qui a préparé la glace qu'on s'achète en faisant la queue, où personne ne se demande qui a cueilli les tomates qu'on mange aussi ici en plein hiver, où personne ne voit des lieux de détention administrative. Ce sont juste quelques exemples parmi tout ce qui me passe par la tête. Moi-même, avec mes grandes idées, j'ignore superbement le salaire de l'ouvrier qui fabrique le téléphone dans ma poche. Vais-je devenir la militante aux 1001 causes ? Lorsque descendue du tram et encore déguisée, puisque rentrer par les transports publics me constitue une sorte de bonus, je m'assois sur un muret à l'ombre, non loin de la maison, pour faire le point et ne pas rentrer tout de suite. C'est généralement le moment des doutes. Je sais qu'il me faudrait une solide explication à mes activités, et qu'au lieu de ça, seules des idées à moitié abouties se fondent dans ma tête en une sorte de pâte grisâtre, levée à l'origine à partir d'un sens du ridicule, des joggeurs, matinée d'un vague ras-le-bol civique. J'aimerais savoir théoriser de façon simple et définitive ce que je suis en train de faire. Or, j'en suis incapable. Les mots révolte et manifestation à un seul individu, avec maintenant une pincée d'orgueil pour ce que je réalise, planeront tout à l'heure au-dessus de moi quand je choisirai les tenues suivantes. Mais est-ce que cela suffit ? Définir le présent ou le futur de mes déguisements est primordial, et je le sais depuis le début. Et pourtant non, je n'y arrive pas. Je suis le maçon impatient qui a commencé sa maison sans même avoir dessiné un plan. J'y pense souvent, mais pris isolément, chaque début d'explication sonne vide une fois mis en mots. Et il m'arrive d'avoir la certitude que tout cela sonne creux, que n'importe quel pseudo un peu spirituel sur un forum contestataire se contenterait de 3 lignes pour expliquer ce que moi, à ma façon et faute de mots, je perds des jours et des nuits à rendre visuel. Je me déguise pour un motif flou et instinctif. Point barre. Je suis une psycho. 12 juillet 2000 quelque chose, 9h05. Différentes phases se sont succédées. Si la première semaine, l'envie de rester au lit me saisissait chaque matin, parce que tout le truc paraissait ridicule, honteux et aussi crevant, je dois dire que dans un second temps, une sorte de fièvre s'est emparée de moi et je me consacre maintenant au truc de façon professionnelle. J'ai même coupé mon portable afin de mieux me concentrer sur ma drôle d'activité. Marre des questions de mes proches. Lorsque je le croise aujourd'hui, j'éprouve presque de l'affection pour mon copain sous oxygène. Est-ce que je devrais bientôt me surveiller pour ne pas trouver de volupté à ces kilomètres de course que mon corps attend ? Il arrive qu'on m'aborde, mais j'ai appris à couper court pour continuer de courir. Je précise que je n'ai jamais tout à fait haï le jogger et ses airs concentrés. Il constituait juste une matière tangible, un spécimen représentatif, même si au fond de moi j'en veux à ces grandes nanas impeccables qui s'adonnent quotidiennement au si important culte de leur corps, avec un nombril au milieu, au lieu de se battre contre les valeurs d'une société qui les dispose physiquement comme on déguise les caniches, selon les goûts du mal, qui nous déguise. Est-ce qu'au fond de moi j'envierais secrètement la conscience paisible de ces joggeuses sur pente de volcan, mais qui savent profiter du ciel bleu matinal, du lac, avec au fond des yeux les belles certitudes de l'oisiveté.
Ces femmes qui avancent dans la vie en imposant aux passants l'image d'une construction de soi artificielle, futile. Et puis, de quoi seraient-elles vraiment coupables? L'effort et le reste leur masquent ce drame qu'est l'actualité d'une époque où tout le monde se fout de ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Oh, l'égoïsme moderne de toutes ces pauvres Oh, l'égoïsme moderne de toutes ces pauvres réalisations de soi. Réalisation de soi, me répétais-je hier matin, mais juste pour la sonorité des mots, tout en accélérant dans mes foulées sur la fin, 200 mètres avant d'arriver au banc devant lequel je me remets tous les jours à marcher, celui que je préfère dans tout ce parc, car c'est celui du premier matin, quand tout a commencé. Question mathématique. Combien d'heures perdront, ces femmes au cours de leurs 80 années d'existence à se tourner vers ce simple objectif, façonner leur corps afin d'être acceptés par le groupe, par le regard de l'homme. Tenue numéro 27, jogger cycliste. Tenue numéro 28, jogger en Brezon d'Armailly. 23 juillet 2000 quelque chose. En rentrant du jogging aujourd'hui, j'ai aperçu ma logeuse pliée en deux devant la maison, occupée à entretenir ses rosiers. Elle s'active dans le jardin plutôt le matin que le soir, à cause de la chaleur, et chaque fois qu'elle m'aperçoit de loin, même avant de passer le portail, elle sourit déjà. « Ma locataire est une folle !» s'écrie-t-elle. Je ne lui réponds pas que posséder et entretenir exactement 100 rosiers tout autour de chez elle n'a pas plus de sens que mes gesticulations. Je me contente de regagner mon appartement en ayant échangé quelques phrases banales. Ceci dit, son accueil jovial me fait du bien. Cette petite femme ne juge jamais rien sévèrement. Elle a perdu ses 2 enfants, et sa constante bonne humeur n'en a que plus de valeur. Aujourd'hui, elle m'attendait avec un appareil photo posé près du panier dans lequel elle range ses gants et son sécateur. À cause de la chaleur, elle s'est d'abord épongé le front avec la manche, et puis elle a raconté que sa mère s'ennuyait à Fribourg dans une institution pour personnes âgées. Alors elle voulait savoir si cela me gênait qu'elle me prenne en photo. Je l'ai laissé faire et nous avons ri toutes les deux, jusqu'au moment où la BMW de son mari a passé le portail. Lui, mes tenues ne l'amusent pas. La minute suivante, quand nous l'avons vu ressortir du garage et rentrer en claquant la porte, ma logeuse m'a quitté en expliquant qu'il n'avait rien contre moi, mais que le quartier jasait. En me douchant, j'ai réfléchi à leur couple, un drôle de couple, qui fonctionne depuis 20 ans grâce à un accord. Elle dispose de toutes ses journées à la condition qu'un repas soit préparé à l'heure où il rentre. Elle passera alors 1 ou 2 heures en sa compagnie, à le regarder manger, à le conseiller dans ses affaires, et le reste du temps, chacun ayant ses amis respectifs et sa vie de son côté, ils logent sous le même toit, sans obligatoirement se croiser. Aujourd'hui, un de mes frères a laissé plusieurs messages. J'attendrai l'heure où je le sais coucher pour laisser à mon tour quelques phrases disant que je vais bien. Tenue numéro 30, jogger, jogger. Tenue numéro 31, jogger, cuisinier. Ma logeuse prend maintenant une photo chaque matin. Pourquoi à mon retour? Elle fait d'abord mine de n'avoir pas entendu la question et puis, comme j'insiste, elle avoue sur le ton d'une petite fille traversée par une mauvaise pensée. Parce que si quelqu'un vous casse la figure, déchire le costume et tout, la photo sera meilleure. Je lui réponds en souriant, amusée par sa franchise un peu naïve, asiatique sans doute. C'est bien ce que j'avais compris. Elle enverra quotidiennement le cliché à sa mère, et il paraît que les copines de la vieille dame spéculent sur la date à laquelle mon petit happening sera interrompu. En me douchant, je me demande, incapable de m'exprimer en mots, je pense parfois avec des images comme ces enfants qui dessinent à l'école leurs parents en train de s'entretuer, si l'histoire de ces quotidiennes photos en guise de main tendue, d'attention ou de réaction à mes bêtises, ce n'est pas comme une matérialisation de cette sorte de lâcheté indifférente que je reproche à mes concitoyens. Je lis le soir, je me lève tôt et je me sens physiquement beaucoup mieux. Mieux qu'à l'époque où je sortais toute la nuit. C'est maintenant le plein été et de bon matin déjà, alors que le ciel ne tire pas encore sur le bleu, l'air dehors n'est pas vraiment frais.
Debout en ce moment devant ma fenêtre ouverte, je suis prête, mais je néglige le premier tram en sachant l'horaire du suivant. J'aime rester 1 ou 2 minutes à observer le jardin immobile au-dessus duquel aucune bise ne fait bruisser le ramage des bambous du voisin. Une plantation qui fait hurler ma logeuse à cause des feuilles mortes qui s'envolent jusqu'à ses roses. J'aime pour ma part le bruissement des tiges qui bougent toutes ensemble. Je lève les yeux vers le ciel d'un bleu étonnant. Si les premières heures de la matinée sont à peu près supportables, la chaleur va devenir bientôt intense. 2 oiseaux se battent sur un poteau téléphonique. Ils sont perchés non loin d'une paire de baskets accrochées au fil par la progéniture du voisin. Et lorsqu'un peu plus tard je m'élance en direction du lac, j'ai gardé à l'esprit ce jeune adolescent que je croise parfois. Tout le monde a déjà vu dans les films hollywoodiens des tennis accrochés à des fils électriques. Et lui aime indéniablement le style de vie californien. Il porte des pantalons criards, et à en croire les décibels que sa sono déverse lorsque ses parents s'absentent, c'est un amateur de hip-hop. Ces godasses imputrescibles sur le fil en face de ma fenêtre, ce sont les déchets que la pseudo-culture américaine déverse dans le reste du monde et qui se balancent dans le vent. Et personne ne réagit à ça. Comme ce matin, je suis sortie courir plus tôt que d'ordinaire, je rentre vers 9 heures et ensuite je note mes impressions. Des idées nouvelles de tenue. Comme cela arrive dans le tram qui descend en direction de la ville, ma trouvaille du jour ne passe pas inaperçue. Ainsi puis-je anticiper, certains matins, si les choses seront ou non tendues une fois arrivés au lac. On s'ennuie quand on cavale, alors on gamberge. Je me prépare un thé. Tout à l'heure, j'ai imaginé une tenue en particulier et j'ai hâte de la confectionner. C'est devenu une occupation très prenante, d'autant que par orgueil, sans doute, je marque un point d'honneur à ce que chaque ensemble soit inattaquable par ce que j'imagine être un certain ordre des choses juridico-morales, ou trop facile, ou trop moqueur. L'heure suivante, et alors que je m'apprête à ressortir rendre visite à un cousin habitant d'Iticone, puisque j'ai besoin d'un accessoire particulier, ma mère téléphone. Elle dit qu'un collègue de papa m'a vu en photo dans les 20 minutes. L'article disait que j'étais un Rémi Gaillard suisse, mais en moins drôle et qui ne se filmait pas ses exploits. Je raccroche et je regarde sur Internet qui est Rémi Gaillard. 11 août 2000 quelque chose. Comme cela arrive dans le tram qui descend en direction de la ville, ma trouvaille du jour ne passe pas inaperçue. Ainsi puis-je anticiper, certains matins, si les choses seront ou non tendues une fois arrivés au lac. Il faut dire que la ville semble de moins en moins patiente avec mes trucs, et tout à l'heure, Pépé en short, celui à la bouteille à oxygène, m'insultera sans doute plus copieusement que de coutume. Je peux décrire ce que je porte en plus des lunettes noires. Si j'y ai renoncé au tout début parce que je n'ai rien à cacher, aujourd'hui elles sont nécessaires. Mon visage arbore des bandes de crème rose capables de résister à l'eau salée et censées protéger du soleil. Je porte en outre un bermuda à motif aborigène et un haut de combinaison en néoprène. Une ficelle couleur vert fluo partant de ma cheville droite est reliée à un très long surf que je porte sous le bras. C'est un longboard ordinairement suspendu en guise de décoration murale au-dessus du lit d'un cousin à Steffa. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais ma mère ayant beaucoup de sœurs, je dois avoir en tout une quinzaine de cousins et cousines. Je me suis entretenue une partie de l'après-midi d'hier avec le propriétaire du surf en question. Je l'ai écouté. Il voulait venir avec moi prendre des photos. Lui aussi a lu l'article dans les 20 minutes. Là, je suis en train de courir depuis un bon quart d'heure. Je n'écoute pas de musique ou un livre lu, alors je m'ennuie. Le long surf prend de la place, et quand on me dépasse, mes dimensions dérangent comme dans le tram tout à l'heure. Les lunettes noires me permettent d'analyser ma situation avec plus d'acuité que les autres jours. Comme les gens ne se sentent pas observés, leurs réactions sont plus naturelles. D'habitude, les yeux de la plupart des joggeurs, dont quelques-uns me croisent depuis la tenue numéro 1, ne sont pas très explicites. Mais ce matin, j'arrive à ranger leurs attitudes en différentes catégories que les autres jours, j'évalue assez mal.
parce qu'un regard ne dure qu'une fraction de seconde, un laps de temps suffisant pour que l'inconscient d'autrui se referme, interdise tout contact. Et, tout en maudissant ce surf des années 1980 qui pèse des tonnes, je réfléchis à mon impréparation, à ma méconnaissance des réactions que je provoque. Si au départ je m'étais fait une raison en constatant un mépris quasi unanime à mon égard, je découvre aujourd'hui, grâce à ces lunettes de soleil, que des nuances sont à faire ainsi qu'une question. Est-ce qu'au fond de moi, j'aime provoquer les sourires comme autant de débuts d'assentiment ? Finalement, est-ce qu'émotionnellement je ne cours pas derrière un besoin d'acceptation, d'agrément, alors qu'intellectuellement je vois ma démarche comme une provocation, c'est-à-dire une petite violence à l'intérieur d'une demande plus large de reconsidération du quotidien par une remise en question de soi et de l'ordre des choses ? Quand la majorité de la horde cavaleuse ne s'abaisse pas à me voir, certains joggeurs sont étonnés, intéressés, et plusieurs presque amicaux. Quelques-uns sont franchement moqueurs. J'en ai entendu rire de bon cœur, des enfants. Des promeneurs se rangent en me saluant. Un groupe de mamies n'en revient pas. Même si je suis complètement crevée à mon retour, à ma descente du tramway aujourd'hui, je ne me dirige pas vers la maison. Non loin de là où je loge se trouve un stade, dans lequel des équipes viennent s'entraîner le soir et l'endroit reste en partie ouvert aux joggeurs pendant la journée. J'y vais de temps en temps en espérant y croiser des vrais sportifs, des universitaires. Compte tenu du poids du surf, son point d'équilibre m'oblige à le tenir entre l'aisselle et le bout de mes doigts, et comme je suis petite, c'est douloureux. Mais si je ne rentre pas à la maison, c'est parce qu'en courant tout à l'heure, j'ai pensé à une course dans une telle tenue sur une vraie piste de 400 mètres. Une image presque artistique, non ? Manque de chance, à cause de la chaleur peut-être, il n'y a personne. Je vais quand même faire un tour. 2 gardiens se reposant à l'ombre s'intéressent à ma planche, et quand je m'apprête à quitter les lieux et rentrer, un seul et unique tour m'a suffi. L'un des 2 gars m'adresse la parole. Ce sont des Tessinois qui semblent se foutre complètement de l'incongru de la situation, une surfeuse en grande tenue égarée au milieu d'une piste de demi-fond. « On a un rugbyman qui a ordre de ne jamais lâcher son ballon. C'est pareil ?» demande-t-il. Je réponds en italien à leur mauvais allemand. « Non, c'est pas pareil. »« Vous risquez d'abîmer le revêtement avec votre planche, dit celui qui doit être le chef. La prochaine fois, pourquoi ne pas la laisser sur le côté ? » Je crains qu'on ne me la vole. L'un des 2 hausse les épaules, et puis tous 2 passent à autre chose. Si les premiers matins je crachais mes tripes, je commence à me sentir physiquement bien. Et ça permet à l'authentique joggeuse que je suis devenue, effet collatéral, de finir tête haute en continuant de courir jusqu'à l'arrêt de mon tram en passant devant les terrasses et les boutiques. Je précise aussi qu'à l'aller, j'emprunte un itinéraire qui descend une partie de la Bahnhofstrasse où mon truc commence à être connu. On s'arrête pour me voir passer, des appareils photos sortent des sacs à main, et quand malheureusement des connaissances m'interpellent en me reconnaissant, je ne m'arrête pas. Autour de moi, on s'interroge. Personne ne comprend mon isolement depuis des semaines, ou pourquoi je ne réponds pas au téléphone. D'autant que lorsque je me rends chez les uns et chez les autres, emprunter de quoi compléter une tenue, je n'explique jamais grand-chose. Tenue numéro 40, jogger voisin adolescent amateur de hip-hop. Pas bien de se moquer, mais je suis à court d'idées. Tenue numéro 42, jogger employé de la voirie fluo. 19 août 2000 quelque chose. Ce matin, je revois les 2 policiers cyclistes, ou 2 autres, je ne sais pas, et ils insistent pour me parler. Je reste au moins 10 minutes à écouter ce qu'ils ont à dire. La femme est plus agressive que l'homme, qui l'écoute sans avoir l'air concerné. Alors, lorsque j'arrive dans le jardin chez moi 1 heure plus tard, même si en rangeant son appareil photo dans son étui, ma logeuse répète que je suis la coqueluche de toutes les amies de sa mère, je n'ai ce jour-là pas le cœur à m'asseoir sous la glycine avec elle et à lui tenir compagnie jusqu'à l'arrivée de son mari. Je rentre tout de suite, et sitôt en slip et en soutien-gorge, mon Dieu, cette chaleur, j'appelle un cabinet d'avocats en repensant à ce que la femme flic a dit. Le juriste sur qui je tombe me fait répéter plusieurs fois toute l'histoire,
Puis il dit qu'il ne comprend pas pourquoi perdre son temps de cette manière. Ça semble indéniable, mais j'explique les choses sans talent. Il confirme que je perturbe l'ordre public et me précise que si, jusque-là, j'ai eu beaucoup de chance, n'importe qui pourrait, demain, déposer une plainte contre moi. Il prononce ensuite les mots protection de la morale et j'apprends que la notion d'ordre public est assez floue. Nos concitoyens sont des gens très patients, foncièrement tolérants. Il ajoute que si personne n'a encore réagi à mes gamineries, c'est parce que dans notre pays, on commence toujours par laisser faire. Les gens sur mon passage n'en pensent toutefois pas moins. Dans cette ville, c'est de lui-même que chacun se rend compte qu'il est hors des clous, et cela demande parfois du temps. Je questionne. Mais, concrètement, les choses se passeraient comment? Votre attitude pourrait susciter des dérives à l'égard de mineurs. Ce serait assez facile à plaider pour la partie adverse. Donc je ne suis pas libre de m'habiller comme je veux? Vous êtes sérieuse? Bien sûr. Et mon droit démocratique d'expression? Déni de droit démocratique d'expression serait, bien entendu, notre défense. Mais aucun droit n'est jamais absolu. Il y aurait quelques points à vérifier dans la législation, d'autant que ce qui concerne le carnaval est régi assez précisément par le droit zurichois. Mais ne vous faites toutefois aucune illusion, mademoiselle. Vous êtes seule, votre objectif est abscon, alors nous perdrions. Mais attendez, si je souhaite m'habiller en bocassa et prendre le tram demain, je n'en ai pas le droit. Évidemment que non, s'exclame la voix à l'autre bout du fil. Au nom de la paix publique et du respect de la personne, nul ne doit être offensé dans ce qui constitue son sentiment de dignité, à savoir ses croyances et sa personne. Si quelqu'un considérait que vous caricaturez son appartenance, je ne sais pas moi, à l'ethnie de Bokassa ou son appartenance politique à un mouvement royaliste africain quelconque, il porterait plainte contre vous et vous seriez bonne. Ce que je fais est interdit alors? Stricto sensu, oui. Enfin, je manque d'informations précises sur la question. Je feuillette en ce moment ce qui existe à votre sujet dans les textes et je ne trouve pas grand-chose. Dites, en réfléchissant, je me demande si une amie de ma femme n'a pas raconté un soir qu'elle vous avait croisé en costume folklorique ou quelque chose comme ça, c'est possible? Tenue numéro 18. C'est possible, oui. Je l'entends ensuite répondre quelque chose à sa secrétaire, venue l'avertir de l'arrivée de son prochain rendez-vous, et en revenant à son téléphone, l'avocat abrège. En tout état de cause, ma conclusion est que des ennuis judiciaires ne seraient pas étonnants, non. Assise un peu plus tard au fond de ma cabine de douche, je réfléchis et je songe aux ennuis de ce type, aux États-Unis ou en Angleterre, je ne sais plus, qui avait brûlé son passeport en se déclarant citoyen du monde. Il faudra que je cherche son nom sur Internet. Et, en me séchant l'instant d'après, je me dis que s'il me reste un peu de temps avant la fin de mes bêtises, j'aimerais aller plus loin. Tenue numéro 47, jogger Guillaume Tell. 29 août 2000 quelque chose, 9h45 du matin. Pas le moindre souffle d'air sur les berges. Cela fait plusieurs jours que la ville attend l'orage. Quand j'étais enfant, nos parents louaient chaque été à Biarritz, et 20 ans plus tard, on dirait que le climat suisse devient à peu près celui d'antan, dans le sud de la France. Nos rangs s'éclaircissent. Les joggeurs se lèvent désormais plus tôt le matin. C'est malin, un jogger. Je suis à la fin de mon parcours quand j'aperçois un homme assis en plein soleil sur mon banc. Et il a beau se trouver très loin de moi, au détour d'un virage, je distingue nettement cet homme, lui et personne d'autre. Comment fait-il pour rester sans bouger en un endroit pareil, à l'heure de la matinée où le cagnard commence à prendre possession de tout en ville? Je suis vannée au point d'avoir aujourd'hui plusieurs fois hésité à raccourcir mon itinéraire habituel, sauf qu'incapable de jeter l'éponge à cause des joggeurs croisés qui tenaient le coup, eux, je m'approche en soufflant du banc où le type lit ses messages, et je maudis en silence le poids du déguisement du jour, une vraie torture.
Je viens de courir en rêvant d'une tenue qui ne comporterait plus qu'une ceinture de banane, mes pieds nus, une sagaie et un os dans le nez. Concrètement, où trouver une sagaie? J'étais trempée au premier kilomètre. Quand n'importe quel tissu léger vous collerait à la peau, je me coltine depuis 2 heures du daim, du cuir et du métal. Et là, ce type assis en ne ressentant pas la chaleur? J'ignore comment j'ai compris qu'il m'attendait, mais je l'ai réalisé avant que nos regards se croisent et qu'il ne me sourie. La cinquantaine, il porte des jeans comme autrefois ceux de Marité et François Girbeau, un catogan parfaitement entretenu, et il est tatoué. Apparemment, mon parcours lui est connu puisqu'il se trouve exactement à l'endroit où tous les jours je cesse de courir pour me rediriger vers la station de tram. Je ralentis mon pas à 20 mètres de lui, l'homme se lève et marche à ma rencontre. Il me tend une main que je ne serre pas, puis se présente en déclarant que son père ne m'est pas inconnu. Je me suis remise à marcher et il m'emboîte le pas. Parler seul ne semble pas le déranger, et à ce qu'il raconte ensuite tout en marchant à ma hauteur, je réalise qu'il est le fils du petit vieux à la bouteille d'oxygène. « Vous lui volez la vedette, il n'aime pas beaucoup ça, » dit-il en souriant. Étonné ensuite que je ne connaisse pas son nom, l'homme précise qu'il est journaliste et que certaines de ses positions font office de sémaphore auprès de ses collègues. Je ne comprends pas ce que ce type me veut. Je continue de marcher en silence, mais mon peu de réaction ne le décourage pas. Et puisque visiblement je n'ai pas compris qui il était, le petit homme se lance dans un développement. Ancien rédac-chef d'un grand journal allemand. « Vous sauriez raconter pourquoi vous faites tout ça ?» demande-t-il, et sa main désigne ma tenue d'un geste large. Il a aussi fait un peu de politique, et aujourd'hui, il écrit modestement des billets d'humeur sur la dernière page d'un quotidien zurichois. Là, je réalise qui il est. Nous marchons toujours côte à côte, il parle seul et la scène doit être bien ridicule. À un moment, comme il attend visiblement une réponse, je lui dis que je ne lis plus la presse. « Vous sauriez raconter pourquoi vous faites tout ça ?» demande-t-il, et sa main désigne ma tenue d'un geste large. Le ton est moins à la curiosité qu'au reproche. En réalité, la phrase pouvait signifier « Comment osez-vous faire une chose pareille ?» Je me tais. Il se tourne vers moi et me prend en photo dans un mouvement furtif, habitué. Et tout en continuant ensuite de marcher, il vérifie sa photo sur l'écran de son appareil, lequel a l'aspect d'un vieil appareil argentique. Quand l'arrêt de tram est en vue, incapable de trouver la phrase qui permettrait de les conduire, je lui fais comprendre que je n'ai pas envie de parler. Le problème, c'est que je ne vois pas où vous voulez en venir, et que je ne suis pas du genre à rester sur une incompréhension, me répond-il. Trop crevé pour le planter en me remettant à courir, comme je tiens néanmoins à couper court, je m'immobilise sur le trottoir et demande « Monsieur, la plupart des gens qui m'abordent veulent me confronter à leur analyse, à ce qu'ils pensent. Or, je n'ai pas l'intention d'échanger des arguments avec qui que ce soit. »« Oh, vous me feriez la leçon à moi ?» s'offusque le petit homme. Son ton m'a presque fait sursauter. Comme je ne sais pas comment réagir, je me remets en chemin en ironisant avec moi-même que l'ennui dans ma situation, habillée des pieds à la tête en Guillaume Tell, c'est qu'il est difficile d'arrêter une voiture de police pour se plaindre de harcèlement. Je marche vite et, en me sentant ballottée de partout, je me dis qu'autrefois j'aurais eu honte de mon corps. Maintenant, je suis au-delà de ça. Effet bénéfique collatéral. Tout le truc n'est finalement peut-être qu'une thérapie. « Vous êtes une sorte d'ennemi de l'intérieur, vous savez ça ?» prétend le petit homme à ma hauteur. Et Guillaume Tell se trompe de cible. Et le modèle helvétique tel que vous l'avez encore un peu connu, si j'en crois votre jeune âge, est mis à mal de toutes parts. On est au bord du gouffre, et vous ne trouvez rien de mieux à faire que de conforter nos détracteurs. Je marche aussi vite que je peux et par moments une partie de la côte de mailles trop grande pour moi me brûle le haut des cuisses. Arrivé devant lui,
Un panneau lumineux à l'arrêt de tram précise que je vais devoir attendre 6 minutes. Merdhomme. La présence de ce cinquantenaire à catogan, la chaleur infernale, la fatigue, tout cela me mettant les nerfs à vif, soudain je m'arrête au milieu du trottoir et je me mets à crier, ce qui effraie un groupe de touristes. Tirez-vous! Plusieurs personnes s'écartent de nous, mais le principal intéressé ne recule pas d'un pouce. Ma réaction l'interloque une seconde, puis elle le fait carrément sourire. Il secoue la tête, en père désolé des enfantillages d'une grande adolescente, et puis il ajoute « D'accord, je m'en vais, dès que vous m'aurez expliqué. » Il tombe mal. J'extirpe une petite bouteille d'une sacoche fixée sur la large ceinture en gros cuir. Je bois une gorgée d'eau et, en mettant un peu de côté le background de cet échange, je lâche que je jouis de mon droit de m'habiller comme je l'entends. Un droit dont je connais les limites juridiques, mais ça je ne le dis pas. Un peu facile. Oui, mais c'est comme ça. De toute façon, chaque génération trouve la suivante superficielle. Facile. Je me sens vraiment lasse. Trop grand, le short en cuir me gratte, et même si j'ai trouvé un coin d'ombre pour atteindre le tram, cette côte de maille me torture. Les chaussettes en laine rouge grattent elles aussi, elles sont trempées. Il faudra encore laver et ramener tout ce fourbi à Burglen. L'ensemble appartient au grand-père d'une amie et, si je tarde trop, je risque que le vieux soit à la maison. Elle m'a expliqué ça, il faudrait alors lui parler, m'expliquer. Pour m'occuper l'esprit, je songe aux mots que je ne serai jamais capable de dire à haute voix au petit homme qui me regarde et sourit en ce moment, attendant que je parle. Monsieur l'ancien rédac-chef, ta génération laisse derrière elle un bordel sans nom. Et ta nostalgie d'une identité nationale me semble aussi déplacée qu'un esprit de corps sur les différents ponts du Titanic, puisqu'il est déjà trop tard. C'est toute l'Europe qui meurt, pour une fois que la Confédération marche avec les autres. Je n'ai pas à accepter béatement l'érosion quotidienne de toutes ces libertés qui foutent le camp. Aucune perspective ne justifie un tel renoncement. C'est toi et ma mère paresseuse, mal mariée, qui avez merdé, pas moi. La planète est une pétaudière, certes. Bien sûr que je le sais. Avec ces déguisements, je le hurle tous les matins à ma façon, c'est-à-dire mal. Je suis une sorte d'autiste qui n'a aucune solution à proposer, mais qui, au moins, réagit. Alors qu'on me laisse exécrer à ma façon les joggeurs moutons qui ne pensent qu'au paraître. Tous ceux qui arrangent les puissants parce qu'ils ne remettent jamais quoi que ce soit en cause, préférant tourner tous les jours comme des fous aux yeux morts le long des berges du lac. Mais ce costume que vous portez aujourd'hui, Maugré le journaliste, vous ne pensez pas qu'il y a suffisamment de gens qui lui crachent dessus? Ok, il me prend pour une anarcho-gauchiste s'opposant à tout ce qui est identifié suisse, à Guillaume Tell. J'en porte un différent tous les jours. Ah oui? Mais j'imagine que vous n'avez jamais songé à celui de Karl Marx, ou à un petit costume de président noir américain, ou même à celui de Christian Levrat, pas vrai? Je soupire. Le clivage droite-gauche maintenant. Au secours, j'ai un dinosaure à mes basques. Je lui dis qu'il se trompe, que je me déguise sans réfléchir, et que, par cette chaleur, la barbe de Karl Marx ne serait pas une option viable. Ah? Et que diriez-vous si quelqu'un se mettait à avoir des idées, disons, pour compléter les vôtres, ajoute-t-il sur un ton soudain différent. Le petit homme a d'un seul coup les yeux qui pétillent de malice, et l'espace d'une seconde, je me demande s'il ne m'attend pas là depuis le début. Bon sens qu'il fait chaud. On assiste un peu partout à des départs de feu, précise-t-il en posant sa main sur mon bras, ce que je ne laisse pas faire. Mais les rendre pérennes, les amplifier, continue-t-il, comme si de rien ne s'était passé. Là, ça devient un vrai métier. Or, il se trouve que c'est le mien. Sinon, il y aura un peu de fumée et ensuite, hocus pocus, d'un seul coup, tout disparaît. Exit le jogging et les déguisements. Je ne comprends pas, monsieur. Le public sort de la salle et c'est fini. Du jour au lendemain. On ne renouvelle pas son contrat à l'artiste. Il se remet ensuite à parler seul,
se présentant comme l'évêque d'une religion voyeuriste et vendeuse, la presse. Il dit qu'il a un marché à me proposer. Ou je suis avec lui, et nous réfléchissons tous les deux à mon truc, histoire d'en faire quelque chose qui a du sens. Ou je suis contre lui, et là, hocus pocus, je disparais. Écoutez, je sais pas ce que vous me voulez, lui dis-je, en m'asseyant sur un banc qui se libère près de l'arrêt de bus. Un matin, je suis venu au bord du lac, un matin de ras-le-bol. Et comme ce jour-là, les joggeurs m'ont paru plus déguisés que la moyenne de nos concitoyens, alors le lendemain, je me suis mise à faire comme eux. Il n'y a pas à aller chercher plus loin. C'est un très bon truc, le ras-le-bol, réfléchit à haute voix le petit homme. Les lecteurs aussi en ont ras-le-bol. Et puis, en regardant ailleurs, il ajoute pour lui-même. Le lecteur a pris l'habitude de camper dans son ras-le-bol. On pourrait même finir le premier article avec une phrase de ce goût-là. Je lui précise qu'il ne s'agit pas exactement de ras-le-bol, mais mon avis ne semble pas l'intéresser. Oui, bon, on verra plus tard comment appeler ça, m'interrompt-il sèchement. Dans un premier temps, on va lister ce qui existe dans le genre, votre genre. Nous ferons ensuite une recherche pour déterminer quel panel de lecteurs est le plus concerné. Nous établirons ainsi comment vous positionnez. Hein? Tout n'est que produit de nos jours, mademoiselle, même dans la presse. Il me regarde ensuite longuement, semblant faire des calculs en se foutant apparemment de ce que je peux penser. Des questions me viennent à l'esprit. Suis-je le prochain gadget à agiter dans ses colonnes, comme autrefois son journal avait installé des journalistes dans une banlieue chaude française? Ou bien ce type est un mythomane et je suis en train de patienter à l'arrêt de tram avec un psycho quelque chose? J'attire les dingues, et compte tenu du contexte de cette entrevue, je me dis qu'il fallait s'y attendre. Lorsque le tram arrive enfin, je commets l'erreur de choisir une rangée vide, et le petit homme s'assoit tranquillement sur le siège face au mien. L'idée que pour les gens autour de nous, nous sommes ensemble m'est désagréable. D'une voix fatiguée, il se met à expliquer que je n'ai pas d'autre choix. S'il décidait demain que la municipalité en a marre de mon petit manège, elle confierait l'affaire à un groupe subventionné quelconque, lequel m'attaquerait en justice. Ce ne serait pas plus difficile que ça, et toute l'histoire serait réglée. Un ou deux papiers la raconteront en donnant à voir l'affaire sous un jour que vous ne pouviez imaginer. Et évidemment, le juge, un ami, aura la main lourde. Je songe que j'ai déjà entendu ça quelque part. Avec ses jeans étranges, vintage et sans doute chers, l'espace d'une seconde, le petit homme m'évoque Vautrin, ce personnage du père Goriot. Je l'ai déjà dit. Fini les discothèques. Le soir, je lis. Ah, ce serait comme ça, dis-je, histoire de dire quelque chose. Je me sens vraiment lasse. Cette tenue n'était pas une bonne idée. Parfois, je me charge sans pitié, comme si je cherchais à expier quelque chose. Mais oui, ce serait comme ça, répond le petit homme avant de s'intéresser à son smartphone, un signal l'ayant averti d'un message. Il y répond longuement, avant de revenir à moi. Bon, Guillaume Tell, je dois partir. Alors maintenant, faut décider. Hocus pocus, ou bien on fait affaire tous les deux.